En Sparte, la naissance n'était pas le commencement de la vie, mais le début d'un jugement. Lorsqu'un enfant venait au monde dans cette cité antique, il n'y avait pas de célébration immédiate, pas d'étreinte chaleureuse ni de larmes de joie. Il n'y avait que le silence pesant d'une tradition, remontant à des siècles, une tradition qui séparait les forts des faibles avant même que la vie puisse s'épanouir. Les anciens de la cité, hommes au visage marqué par le temps et par la guerre, se réunissaient en cercle. Leurs vêtements étaient simples, leurs expressions impénétrables. Ils observaient le nouveau-né avec des yeux ayant vu des générations entières naître et mourir. Des yeux ne connaissant ni pitié ni indulgence, uniquement le devoir. L'enfant était placé devant eux, nu, exposé à l'air froid des montagnes entourant Sparte. L'épreuve commençait là, à cet instant fragile entre la vie et la mort. Si l'enfant était robuste, si ses membres étaient fermes et son cri vigoureux, il était accepté. S'il présentait le moindre signe de faiblesse, la moindre difformité ou fragilité, son destin était scellé. Il n'y avait pas de place pour la compassion à Sparte, car la cité ne pouvait se permettre de nourrir ceux qui ne sauraient pas la défendre. Tel était le premier et le plus cruel des enseignements. À Sparte, l'individu n'appartenait pas à lui-même. Il appartenait à la cité, à cette cité-État exigeant tout de ses enfants. L'agogé, le système d'entraînement qui définirait la vie de ces enfants acceptés, était bien plus qu'une école militaire. C'était un rituel de transformation, un processus arrachant l'enfance de l'âme et y plantant à la place la graine du guerrier. À 7 ans, les garçons étaient arrachés à leur famille. Il n'y avait pas d'adieux émouvant, pas de promesse de retour. Il n'y avait que la marche silencieuse jusqu'au champ d'entraînement, où la douleur deviendrait leur compagne constante. L'agogé n'enseignait pas seulement à combattre, elle enseignait à endurer. Elle enseignait que la faim était une discipline, que le froid était un maître, que la souffrance était une alliée. Les garçons apprenaient à voler de la nourriture, non parce que c'était autorisé, mais parce que la survie exigeait de la ruse. S'ils étaient pris, la punition était sévère, non pour le vol lui-même, mais pour l'incompétence d'avoir été découvert. Chaque leçon était une blessure, à chaque jour une bataille pour la dignité. Le devoir n'était pas une vertu choisie à Sparte, c'était une obligation sacrée, gravée dans l'âme dès la naissance. La force n'était pas admirée comme un talent, mais exigée comme une condition minimale pour exister. Ceux qui échouaient n'étaient pas bannis, ils étaient oubliés, effacés de la mémoire collective comme s'ils n'avaient jamais existé. Tel était le prix de la grandeur spartiate, la subordination totale de l'individu au profit du tout. Il n'y avait pas d'espace pour les rêves personnels, pour les ambitions individuelles, pour le désir d'être autre chose qu'un bouclier dans la phalange. À Sparte, vivre signifiait se préparer à mourir, et mourir avec honneur était la seule manière de vivre véritablement. Les garçons grandissaient sous ce poids, sous cette responsabilité qui broyait les faibles et forgeait les forts. Ils apprenaient que la vie n'avait pas de valeur intrinsèque, que le sens de l'existence résidait uniquement dans le service à la cité. Et lorsqu'ils regardaient vers l'avenir, ils ne voyaient pas des années de paix ou de bonheur. Ils ne voyaient que le champ de bataille, l'endroit où ils prouveraient leur valeur ou mourraient en essayant. Tel était le berceau du devoir spartiate, une force qui façonnerait non seulement une cité, mais une idée traversant les millénaires, inspirant et hantant l'humanité à parts égales. Le froid tranchait comme des lames invisibles à travers les vêtements en lambeaux, couvrant à peine les corps des jeunes spartiates. Ils ne recevaient ni manteaux épais, ni couvertures chaudes. Ils n'obtenaient que le strict nécessaire pour survivre, jamais pour être à l'aise. Le confort était perçu comme la première étape vers la faiblesse. Et la faiblesse était un péché impardonnable. Les instructeurs, vétérans de maintes batailles, hommes dont les corps étaient des cartes de cicatrices, observaient avec des yeux ne tolérant aucune faiblesse. Ils n'étaient pas cruels par plaisir, mais par nécessité. Chaque coup porté, chaque insulte lancée, chaque privation imposée servait un but supérieur.
transformer des enfants en armes vivantes. La faim était constante. Les repas étaient rares et insuffisants, calculés intentionnellement pour maintenir les garçons au bord de l'inanition. Cela les forçait à chasser, à improviser, à développer la même ruse qu'ils auraient besoin en campagne militaire. Un guerrier spartiate devait pouvoir survivre avec rien, trouver des ressources là où d'autres ne voyaient que désert. La douleur était enseignée comme une langue que tous devaient apprendre à parler couramment. Les exercices étaient brutaux, conçus pour briser le corps avant de le reconstruire plus fort. Des courses interminables sous un soleil brûlant, des combats au corps à corps sans vainqueur, seulement des survivants, des marches durant des jours sans repos adéquat. Chaque activité repoussait les limites du possible, et ceux qui se plaignaient étaient punis, non par plus de violence, mais par le mépris, chose bien plus tranchante pour un jeune Spartiate. Le silence était une vertu cultivée avec ferveur religieuse. Les Spartiates étaient connus dans toute la Grèce pour leur manière laconique de parler, utilisant le minimum de mots pour exprimer le maximum de sens. Ce n'était pas qu'une préférence culturelle, mais une discipline militaire. Les paroles inutiles étaient perçues comme une faiblesse, comme un manque de maîtrise. Un vrai guerrier n'avait pas besoin de longs discours ni d'explications élaborées. Sa présence parlait pour lui, ses actes définissaient son caractère. L'obéissance était absolue et incontestable. Il n'y avait pas de place pour le débat ni pour remettre en question les ordres. Les instructeurs commandaient, les garçons obéissaient. Cette chaîne de commandement rigide créait une unité de but qui deviendrait légendaire sur les champs de bataille. Quand un commandant spartiate ordonnait une avance, il n'y avait pas d'hésitation. Quand il ordonnait une retraite, il n'y avait pas de confusion. La volonté individuelle se dissolvait dans la volonté collective, formant une machine de guerre d'une efficacité terrifiante. Les années passaient, chacune plus dure que la précédente. Les garçons devenaient adolescents, leur corps commençait à acquérir la musculature qui les définirait comme hommes. Mais la transformation la plus profonde se produisait en eux, là où aucun œil ne pouvait voir. Ils cessaient de craindre la mort, non par bravoure aveugle ou fanatisme, mais par la compréhension profonde que la vie n'avait qu'un seul but, servir Sparte. Et si servir Sparte signifiait mourir, alors la mort n'était que l'accomplissement du devoir. Rien de plus. Cette philosophie les distinguait de tous les autres guerriers grecs. Les soldats d'autres cités combattaient pour la gloire, la richesse ou le pouvoir. Les Spartiates combattaient parce que c'était ce pourquoi ils étaient nés. Il n'y avait pas de choix, pas d'alternative. Et paradoxalement, cette absence de choix les libérait de la peur qui paralysait d'autres hommes au moment décisif de la bataille. Quand Rome n'était encore qu'une république naissante, rêvant des empires qu'elle bâtirait, Sparte avait déjà payé le prix de la liberté en sang et en sacrifice depuis des générations. Parmi les nombreux guerriers ayant marché sous la bannière spartiate, aucun nom ne résonnerait à travers les siècles avec plus de puissance que celui de Léonidas. Il n'était pas seulement un roi, il incarnait tout ce que Sparte représentait, discipline, courage et sens du devoir transcendant la vie elle-même. Léonidas était né dans la royauté, mais cela ne l'avait pas épargné des rigueurs de la Gaugée. Il s'était entraîné aux côtés des fils de citoyens ordinaires, avait enduré les mêmes privations, saigné dans les mêmes arènes d'entraînement. Cette expérience partagée créait un lien entre le roi et ses guerriers qu'aucune autre nation ne pouvait comprendre. Quand Léonidas donnait un ordre, ce n'était pas un aristocrate distant parlant à des subordonnés. C'était un frère d'armes menant ses égaux. Le monde changeait rapidement à cette époque. À l'Est, un empire grandissait, portant des ambitions menaçant d'engloutir toute la Grèce. Xerxès, le grand roi de Perse, avait rassemblé une armée d'une ampleur inimaginable. Les chiffres varient selon les récits, mais tous s'accordent à dire qu'ils étaient des centaines de milliers, peut-être des millions d'hommes venus de tous les coins de son vaste empire. Des soldats perses, mèdes, bactriens, des immortels d'élite n'ayant jamais connu la défaite, une marée humaine marchant vers l'ouest, déterminée à assujettir les cités-États grecs, osant défier la puissance perse.
La nouvelle parvint à Sparte comme un tonnerre lointain, un avertissement de tempête approchant. Les efforts, les magistrats religieux partageant le pouvoir avec les rois, consultèrent les oracles. Les réponses étaient ambiguës, comme toujours, mais un message était clair. Sparte affrontait son heure la plus sombre. Une décision devait être prise, et vite. Le conseil se réunit, et les débats furent intenses. Certains plaidaient la prudence, attendant que l'armée entière puisse marcher. D'autres parlaient d'alliance, de coordination avec Athènes et d'autres cités. Mais un problème se posait. Une fête religieuse approchait. Et selon la loi spartiate, aucune armée complète ne pouvait marcher durant cette période sacrée. C'est Léonidas qui trancha les discussions avec la clarté typique d'un Spartiate. Il conduirait une force, petite mais choisie, afin de retarder les Perses. Non pas 300 soldats quelconques, mais 300 guerriers de la garde royale, chacun d'eux vétéran, chacun père de fils adultes pouvant perpétuer leur lignée. Ce choix n'était pas fortuit. Il était délibéré. Ces hommes ne se battraient pas seulement jusqu'à la mort, mais pourraient mourir en sachant que leur famille continuerait. La préparation fut solennelle. Il n'y eut ni fanfare ni discours grandiose. Les 300 se rassemblèrent en silence, vérifiant leurs armes, ajustant leurs armures. Leurs épouses vinrent les saluer, et les paroles échangées furent rares mais chargées de sens. Il n'y avait pas de promesse de retour, pas d'illusion sur ce qui les attendait. Seulement une compréhension partagée que certains sacrifices dépassent la vie individuelle. Léonidas visita la tombe de ses ancêtres la nuit précédant le départ. Il y resta seul des heures, communiquant avec les fantômes des rois et guerriers venus avant lui. Quelles pensées traversèrent son esprit, nul ne le sait. Mais quand il en sortit à l'aube, une paix illuminait son visage que ceux qui le connaissaient reconnurent aussitôt. C'était la paix d'un homme, ayant fait son choix et en accord avec ses conséquences. La marche commença à l'aube. 300 Spartiates, accompagnés de quelques milliers d'alliés d'autres cités, entamèrent le long voyage vers le nord. Ils marchaient en silence, le bruit de leurs sandales sur la route de pierre créant un rythme hypnotique. Aucun d'eux ne regarda en arrière. Le défilé des Thermopyles, la porte chaude ainsi nommée à cause des sources thermales bouillonnant à proximité, était un lieu d'une beauté cruelle. D'un côté, des montagnes abruptes s'élevaient, leurs pentes rocheuses impossibles à escalader pour une armée. De l'autre, la mer Égée s'étendait jusqu'à l'horizon, ses vagues frappant les rochers avec un rythme éternel. Entre ces deux géants de la nature, il n'y avait qu'un passage étroit, si resserré à certains endroits, que seules quelques charrettes pouvaient y passer de front. C'est là que Léonidas choisit de faire halte. C'est là que 300 Spartiates affronteraient la plus grande armée que le monde eût jamais vue. Les premiers jours furent consacrés aux préparatifs. Les Grecs renforcèrent l'ancien mur phocydien, bloquant une partie du défilé, empilant des pierres et créant des obstacles supplémentaires. Chaque homme savait exactement quoi faire. Chaque geste était calculé pour maximiser leurs chances de résister le plus longtemps possible. Il n'y avait aucune illusion quant à une victoire au sens traditionnel. Cette bataille n'avait qu'un seul objectif, retarder les Perses assez longtemps pour que la Grèce puisse s'organiser. Quand l'armée de Xerxès apparut enfin à l'horizon, ce fut comme assister à la formation d'une tempête. D'abord, ce n'était qu'un nuage de poussière au loin. Puis, des formes commencèrent à se dessiner dans ce nuage. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'hommes, de chevaux, de chars de guerre. Des étendards de nations innombrables flottaient au vent. Le bruit de tant de pieds marchant à l'unisson ressemblait à un tonnerre incessant. C'était un spectacle conçu pour terroriser, briser la volonté de résistance avant même que la première lance ne soit lancée. Les Spartiates observèrent en silence. Certains alliés grecs commencèrent à murmurer, la peur évidente dans leur voix. Mais les 300 restèrent impassibles. Ils avaient été formés toute leur vie pour cet instant. Xerxès envoya d'abord des émissaires offrant des conditions. Si les Grecs rendaient leurs armes et se soumettaient, ils seraient épargnés. La réponse de Léonidas entra dans l'histoire
en un seul mot. Venez les prendre. Ce refus scella le destin de tous ceux présents, mais définissait aussi le caractère de la résistance à venir. La première attaque perse arriva comme une vague. Des milliers de soldats fondirent sur la position grecque, sûrs que leur nombre écrasant balayerait toute défense. Mais le défilé étroit privait Xerxès de son principal avantage. Il ne pouvait engager qu'une fraction de son armée à la fois. Seules quelques centaines de Perses pouvaient combattre simultanément, et là, il rencontrait la phalange spartiate. La formation était un chef-d'œuvre d'efficacité militaire. Des boucliers de bronze imbriqués formaient un mur impénétrable. De longues lances dépassaient entre les boucliers. Une forêt de pointes mortelles attendant quiconque assez fou pour s'approcher. Quand les Perses heurtaient ce mur, c'était comme des vagues se brisant contre des rochers. Ils mouraient par centaines, leur corps s'amoncelant jusqu'à ce que les suivants dussent grimper sur leurs camarades morts pour atteindre la ligne spartiate. La première journée de combat s'acheva par une retraite désordonnée des Perses. Xerxès, observant depuis son trône élevé, était incrédule. Comment son immense armée pouvait-elle être contenue par si peu? Il envoya ses troupes d'élite, les immortels, guerriers ayant remporté des victoires à travers toute l'Asie. Mais même les immortels ne purent briser la ligne spartiate. Ils combattirent avec bravoure, mais celle-ci ne suffisait pas face à la discipline et à la supériorité technique des Spartiates. Les jours passèrent ainsi, chacun une répétition sanglante du précédent. Les Grecs se battèrent de l'aube au crépuscule, quand l'obscurité forçait enfin les deux camps à se retirer. Pendant la nuit, les Spartiates soignaient leurs blessures, affûtaient leurs armes et se reposaient brièvement avant que l'aube suivante n'apporte un nouveau cycle de mort. Puis vint la trahison. Un Grec local nommé Éphialtès, poussé par les promesses de récompense perses, révéla à Xerxès l'existence d'un sentier dans les montagnes. Ce sentier permettait à une armée de contourner les Thermopyles et d'attaquer les défenseurs par l'arrière. Quand Léonidas apprit que les Perses encerclaient sa position, il prit une décision finale. Il renvoya la plupart des alliés grecs, leur ordonnant de battre en retraite et de vivre pour combattre un autre jour. Mais les 300 Spartiates resteraient. Ils étaient venus pour mourir, et mourraient en accomplissant leur devoir. Le dernier matin se leva froid et clair. Les Spartiates prirent leur dernier repas, chacun silencieux avec ses propres pensées. Léonidas marcha parmi eux, ne prononçant pas de discours grandiose, mais échangeant simplement des regards avec des guerriers devenus frères à travers des épreuves partagées. Puis ils avancèrent, sachant qu'il n'y aurait pas de retraite cette fois. La bataille finale fut une pure boucherie. Les Spartiates combattirent avec une férocité née de la certitude que chaque seconde gagnée donnait plus de temps à la Grèce pour se préparer. Quand leurs lances se brisèrent, ils se battirent à l'épée. Quand leurs épées se rompirent, ils se battirent au poignard. Quand les poignards furent perdus, ils se battirent à main nue et à coups de dents. Léonidas tomba sous une tempête de flèches et de lances. Un combat furieux éclata autour de son corps, tandis que les Spartiates tentaient de protéger leur roi même dans la mort. Un à un, ils succombèrent. Mais même quand le dernier Spartiate finit par céder sous ses blessures, la légende était déjà née. Les Perses avaient remporté la bataille, mais le prix avait été astronomique. Des milliers de leurs meilleurs guerriers gisaient morts dans le défilé, et le retard infligé avait donné à la Grèce le temps précieux nécessaire pour organiser sa défense. Xerxès ordonna que le corps de Léonidas soit mutilé et crucifié, un acte de rage ne servant qu'à transformer le roi spartiate en martyr. Les Grecs venus ensuite, voyant le champ de bataille jonché de cadavres perses et les rares corps spartiates au centre, comprirent aussitôt ce qui s'était passé là. Ce n'était pas seulement une bataille, c'était une déclaration. C'était Sparte disant au monde qu'il existait des choses plus importantes que vivre, que la liberté valait plus que la vie, que le devoir transcendait la mortalité. Parmi tout l'équipement d'un guerrier spartiate, aucune pièce n'avait plus de signification symbolique que le bouclier de bronze.
Casque, cuirasse, jambière, épée, lance, toutes étaient importantes, toutes nécessaires à la guerre. Mais le bouclier était différent. Le bouclier était sacré. Cette différence n'était pas seulement pratique, même si des raisons tactiques expliquaient son importance. Dans la formation en phalange, le bouclier de chaque guerrier protégeait non seulement son propre flanc gauche, mais aussi le flanc droit non couvert de l'homme à sa droite. C'était un système de défense mutuelle, exigeant une confiance absolue en ses camarades. Perdre un seul bouclier créait une faille pouvant briser toute la formation. Mais au-delà de la tactique, le bouclier incarnait quelque chose de plus profond dans la philosophie spartiate. Il représentait la subordination de l'individu au collectif, l'idée que la survie de tous dépendait du courage de chacun. Un guerrier jetant son bouclier pour fuir plus vite trahissait non seulement lui-même, mais tous les hommes ayant compté sur lui, et toutes les familles dépendant de la phalange pour leur protection. Les mères spartiates étaient célèbres pour leurs paroles dures quand leurs fils partaient à la guerre. Il n'y avait ni larmes ni suppliques pour qu'ils reviennent sains et saufs. Il n'y avait qu'une instruction simple et terrible: reviens avec ton bouclier ou sur lui. Ces mots contenaient toute la philosophie spartiate résumée en une phrase. Revenir avec son bouclier signifiait revenir victorieux, ou du moins avec l'honneur intact. Revenir sur son bouclier signifiait mourir en combattant, car les morts étaient portés du champ de bataille sur leur propre bouclier. Revenir sans bouclier était impensable, une honte pire que la mort elle-même. Les femmes de Sparte étaient uniques parmi les Grecs à bien des égards. Elles recevaient une éducation, possédaient des biens, avaient voix au chapitre dans les affaires de la cité. Mais cette liberté venait avec une attente correspondante. Elles étaient les gardiennes de l'honneur spartiate, celles élevant les futurs guerriers, celles maintenant la cité pendant que les hommes étaient en campagne. Elles devaient être aussi dures que leurs maris et fils, aussi dévouées à l'idéal spartiate que n'importe quel soldat. Des récits abondaient sur des femmes spartiates choisissant l'honneur plutôt que le sentiment. Une mère, apprenant que ses 5 fils étaient morts au combat, ne pleura pas, mais demanda seulement si Sparte avait gagné. Apprenant que oui, elle se déclara heureuse et alla remercier les dieux au temple. Une autre femme, voyant son fils unique fuir une bataille, le tua elle-même, disant qu'elle avait mis au monde un lâche indigne du nom de Spartiate. Ces histoires peuvent sembler cruelles à des oreilles modernes, mais elles révèlent la profondeur de l'engagement spartiate envers ses idéaux. L'honneur n'était pas qu'un joli mot, c'était la structure même maintenant la société unie. Dans une cité constamment menacée par des ennemis extérieurs et par la révolte toujours possible des Ilotes, la population asservie largement supérieure en nombre aux citoyens libres, il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Chaque hésitation, chaque acte de lâcheté, chaque manquement au devoir menaçait non seulement l'individu, mais la survie même de la cité. Le bouclier devint donc bien plus que du métal et du bois recouvert de bronze. Il devint un symbole vivant des valeurs définissant Sparte. C'était la manifestation physique du concept abstrait de devoir. Quand un jeune recevait son bouclier en achevant l'agogé, ce n'était pas seulement une cérémonie de passage, c'était une initiation dans une confrérie de guerriers traversant les générations. Le bouclier qu'il recevait avait appartenu à son père, et au père de son père avant lui. Chaque éraflure et bosse racontait une histoire de bataille passée, de moments où ce morceau de bronze avait fait la différence entre la vie et la mort. Et maintenant, c'était à lui d'ajouter sa propre histoire à cet héritage, de transmettre le bouclier intact à la prochaine génération ou de mourir en essayant. Dans les moments de silence après les batailles, quand les survivants rassemblaient les morts et comptaient les pertes, les boucliers des guerriers spartiates étaient toujours là, encore fermement tenus même par des mains sans vie. Cette image, répétée innombrables fois à travers les siècles de l'histoire spartiate, devint la définition même de ce qu'ils étaient en tant que peuple. Ils n'étaient pas seulement des guerriers habiles ou des soldats disciplinés. C'étaient des hommes ayant intériorisé si complètement le code de l'honneur que même la mort ne pouvait les faire lâcher prise. Et ce code,
transmis à travers les générations, maintenu vivant par les mères élevant des fils pour la guerre et par les veuves honorant des maris tombés, était le véritable bouclier de Sparte, plus fort que tout bronze, plus durable que toute pierre. Le corps d'un homme peut tomber, pourrir, être oublié par la terre qui l'engloutit. Mais l'exemple qu'il laisse, les actes qu'il accomplit dans les moments décisifs, ces choses-là peuvent résonner à travers les siècles, toucher des vies qu'il n'a jamais connues, inspirer des cœurs en des terres qu'il n'a jamais foulées. Les Thermopyles ne furent pas seulement une bataille, mais une leçon que la Grèce antique apprit profondément, une leçon changeant le cours de l'histoire. Quand la nouvelle de ce qui s'était passé dans le défilé parvint à Athènes, la réaction initiale fut de deuil et de désespoir. 300 des meilleurs guerriers grecs étaient morts et l'armée perse continuait d'avancer, apparemment invincible. Mais à mesure que les détails de la bataille devenaient connus, à mesure que des témoins oculaires racontaient l'épopée de la résistance spartiate, quelque chose changea dans l'esprit grec. Si quelques hommes pouvaient infliger une telle dévastation à la vaste armée de Xerxès, si la discipline et le courage pouvaient triompher de nombres écrasants même dans la défaite, alors peut-être la victoire finale n'était-elle pas impossible. Athènes, sous la conduite de Thémistocle, prit la décision audacieuse d'évacuer la cité et de tout miser sur sa flotte navale. Quand les Perses arrivèrent enfin et brûlèrent la cité abandonnée, cela ressemblait à une victoire creuse. Le vrai affrontement viendrait en mer, dans les eaux étroites près de Salamine. Là, la stratégie grecque, inspirée par l'exemple spartiate d'utiliser un terrain resserré pour annuler la supériorité numérique de l'ennemi, triompha spectaculairement. La flotte perse fut détruite et Xerxès, craignant de rester coincé en Grèce avec ses lignes de ravitaillement coupées, se retira avec la majeure partie de son armée. Le commandant qu'il laissa derrière lui, Mardonios, fut vaincu l'année suivante à la bataille de Platée, où des Spartiates combattant aux côtés d'autres Grecs mirent fin une fois pour toutes à la menace perse. Dans toutes ces victoires, l'esprit des Thermopyles était présent. Les soldats grecs combattaient avec une détermination nourrie par le souvenir de ces 300 s'étant sacrifiés. Ils savaient qu'ils défendaient non seulement leur propre vie ou bien, mais quelque chose de plus grand. L'idée que des hommes libres combattant pour leur foyer étaient supérieurs à des esclaves se battant pour le caprice d'un despote. Mais l'impact des Thermopyles alla au-delà du champ de bataille. Les philosophes commencèrent à utiliser l'exemple spartiate dans leurs réflexions sur la vertu et le devoir. Que signifiait vivre une bonne vie? Les Spartiates fournirent une réponse claire. Une bonne vie était celle vécue au service de quelque chose de plus grand que soi-même. Les poètes composèrent des vers sur Léonidas et ses hommes. Un épigramme célèbre, attribué au poète Simonide, fut gravé sur un mémorial dans le défilé même. « Ô étrangers, va dire à Sparte que nous gisons ici, obéissant à ses lois. » En ces quelques mots était capturée toute l'essence du sacrifice spartiate. Ils n'étaient pas morts en cherchant gloire personnelle ou richesse. Ils étaient morts simplement en faisant ce qu'on leur avait enseigné dès la naissance, obéir, servir, se sacrifier. Même parmi les ennemis de Sparte, parmi ceux ayant toutes les raisons de les haïr, il y avait une reconnaissance réticente de la grandeur de ce qui avait été accompli aux Thermopyles. Xerxès lui-même, malgré sa colère l'ayant poussé à mutiler le corps de Léonidas, ne put s'empêcher d'admirer le courage des défenseurs. Des récits perses de la bataille, transmis à travers les générations, parlaient avec respect des guerriers n'ayant jamais reculé, ayant transformé un défilé étroit en tombeau de milliers. Ce respect universel était, en soi, extraordinaire. La guerre antique était souvent brutale et dépourvue d'honneur, avec des massacres de civils et des destructions aveugles. Mais les Thermopyles établirent une norme différente. Elles montrèrent qu'il y avait quelque chose de noble à combattre contre des probabilités impossibles, à choisir la mort avec honneur plutôt qu'une vie sans lui. Et cette notion s'enracina profondément dans la conscience grecque. Au fil des décennies et des siècles suivants, Sparte devint une référence morale pour le reste de la Grèce.
Quand d'autres cités sombraient dans les querelles ou la décadence, Sparte était citée comme exemple de la manière dont une société devait s'organiser, de la façon dont les citoyens devaient se comporter. Ce statut n'était pas entièrement mérité, comme le prouveraient des événements ultérieurs. Sparte avait ses propres failles profondes, ses propres trahisons des idéaux qu'elle prétendait incarner. Mais à l'heure des Thermopyles, tout cela était encore à venir. Dans le présent, il n'y avait que l'éclat doré du sacrifice héroïque. Le prix de ce sacrifice n'était pas mince. 300 familles avaient perdu père, mari, fils. La cité de Sparte, avec sa population déjà réduite de citoyens à part entière, avait payé un coût terrible. Mais même ce coût devint partie de la gloire. Il montrait que Sparte était prête à payer n'importe quel prix pour la liberté, qu'aucun sacrifice n'était trop grand quand la survie de la cité était en jeu. Cette volonté de se sacrifier forgea une réputation qui servirait Sparte dans les années à venir. Les ennemis potentiels réfléchissaient à 2 fois avant de défier une cité dont les citoyens voyaient la mort comme un simple devoir à accomplir. Et dans toute la Grèce, les jeunes grandissaient en entendant l'histoire des Thermopyles, rêvant qu'un jour eux aussi pourraient prouver leur valeur de la même manière, qu'ils aussi pourraient laisser un héritage dépassant la mort du corps. Quand la guerre contre les Perses prit fin, Sparte se retrouva dans une position de prestige sans précédent. La cité ayant mené la résistance contre le plus grand empire du monde était désormais reconnue comme la première puissance militaire de la Grèce. Mais avec cette victoire vint quelque chose que les Spartiates n'étaient pas prêts à affronter, le succès lui-même. Les décennies suivant la défaite perse furent marquées par un changement subtil mais profond dans le caractère spartiate. La cité s'étant définie par le sacrifice commença à se définir par le pouvoir. L'humilité née de la conscience que la survie n'était jamais garantie fut remplacée par l'arrogance de ceux se croyant invincibles. Ce fut le commencement de la fin, bien que peu le perçoivent à l'époque. La guerre du Péloponnèse, ce conflit long et amer entre Sparte et Athènes durant des décennies et consumant toute une génération de Grecs, ne débuta pas avec des idéaux nobles ou des causes justes. Elle naquit de la jalousie, de la peur et de l'ambition. Sparte, habituée à dominer, voyait la montée d'Athènes comme une menace. Athènes, avec sa démocratie florissante et son empire maritime en expansion, incarnait tout ce que Sparte n'était pas. Innovante, culturellement riche, ouverte aux idées nouvelles. Les 2 cités étaient des opposés philosophiques. Et dans la Grèce antique, de telles oppositions se résolvaient souvent dans le sang. La guerre qui suivit fut catastrophique pour les 2 camps. Des générations de jeunes périrent dans des batailles n'aboutissant à rien, dans des sièges s'éternisant des années, dans des expéditions se terminant en désastre. La peste ravagea Athènes, tuant une grande partie de sa population, y compris le grand homme d'État Périclès. Sparte, évitant la peste grâce à son isolement, y vit une confirmation de sa supériorité divine. Mais cette vision était dangereuse, alimentant davantage l'orgueil corrodant les valeurs traditionnelles spartiates. Quand Sparte émergea finalement victorieuse après près de 3 décennies de guerre, ce fut une victoire creuse. Athènes était brisée, sa flotte détruite, ses murs abattus, mais Sparte aussi était épuisée. Le coût en vie spartiate avait été énorme, et avec la population de citoyens complets déjà en déclin à cause des exigences rigoureuses de la citoyenneté et des pertes constantes à la guerre, Sparte ne pouvait pas se rétablir facilement. Mais pire que les pertes physiques furent les pertes morales. Pendant la guerre, Sparte avait commis des actes trahissant ses propres principes. Elle avait massacré des populations civiles, rompu des traités, s'était même alliée à la Perse, l'ancien ennemi, pour prendre l'avantage sur Athènes. Chacun de ces actes était justifié comme nécessaire à la victoire. Mais collectivement, ils rongèrent les fondements moraux sur lesquels Sparte avait été bâtie. Après la guerre, Sparte tenta d'imposer sa volonté à toute la Grèce. Elle installa des gouvernements fantoches dans d'autres cités, plaça des garnisons spartiates là où auraient dû être des alliés libres, exigea des tribus. En d'autres termes,
Sparte commença à agir exactement comme la Perse l'avait fait, comme un empire oppresseur plutôt que comme le défenseur de la liberté grecque. L'hypocrisie ne passa pas inaperçue. Des cités ayant combattu aux côtés de Sparte contre les Perses se retrouvèrent désormais sous le joug spartiate. L'ironie était amère. Elles avaient échangé un maître lointain contre un proche, mais tout aussi tyrannique. Thèbes, Corinthe, même d'anciennes alliées commencèrent à ressentir le joug spartiate. Et à l'intérieur même de Sparte, les fissures apparaissaient. Pour la première fois dans son histoire, la richesse affluait dans la cité. Or et argent, pillés ou extorqués de cités assujetties, remplissaient les coffres spartiates. Mais l'ancienne loi de Lycurgue interdisait aux citoyens spartiates de posséder or ou argent, de faire du commerce, d'accumuler des richesses personnelles. Cette loi avait été fondamentale pour maintenir l'égalité entre citoyens, empêchant les inégalités économiques de détruire l'unité sociale. Désormais, cette loi était de plus en plus ignorée. Certains Spartiates, surtout ceux commandant des forces à l'étranger, commencèrent à amasser des fortunes personnelles. Ils revenaient à Sparte avec des goûts développés pour des luxes que la cité avait toujours méprisés. Leurs maisons, auparavant indistinguables les unes des autres, montrèrent des signes de richesse. Leurs épouses, autrefois vêtues aussi simplement que toute autre femme spartiate, commencèrent à porter des bijoux et des vêtements fins. L'égalité, ce principe fondamental ayant rendu Sparte unique, mourait. Et avec elle, mourait l'unité ayant rendu les Spartiates invincibles. Un soldat combattant aux côtés d'un égal, c'était une chose. Un soldat combattant aux côtés de quelqu'un qu'il percevait comme supérieur ou inférieur en richesse et statut, c'en était une autre. La confiance absolue nécessaire à la phalange commença à se déliter. Le système de l'agogé, cet entraînement brutal ayant produit des générations de guerriers incomparables, déclina aussi. Avec moins de citoyens naissants et plus mourant dans des guerres interminables, le nombre de jeunes passant par l'entraînement diminua. Et ceux qui le suivaient n'étaient plus soumis aux mêmes rigueurs que leurs ancêtres. Les instructeurs, eux-mêmes produits d'une époque plus douce, ne pouvaient ou ne voulaient plus imposer la discipline d'antan. Le résultat était prévisible. Chaque nouvelle génération de guerriers spartiates était un peu moins redoutable que la précédente. En 371 avant Jésus-Christ, à peine 64 ans après la victoire sur Athènes, l'impensable arriva. Thèbes, une cité que Sparte avait dominée et humiliée, vainquit une armée spartiate en pleine campagne à la bataille de Leuctre. Ce ne fut pas seulement une défaite, mais une catastrophe. 400 Spartiates, y compris le roi Cléombrote, périrent ce jour-là. Pour une cité dont la population de citoyens était déjà critique, ce fut un coup dévastateur. Mais pire encore fut l'impact psychologique. L'aura d'invincibilité spartiate, bâtie sur des siècles, fut détruite en une seule après-midi. Thèbes poursuivit sa victoire en envahissant la Laconie même, le cœur de Sparte. Pour la première fois depuis des siècles, le territoire spartiate fut foulé par des armées ennemies. Les Thébains libérèrent les ilotes de Messénie. La population asservie, fournissant le travail agricole, permettant aux citoyens spartiates de se consacrer entièrement à l'entraînement militaire. Sans les ilotes, toute la base économique de Sparte s'effondra. La cité ayant dominé la Grèce pendant une génération se retrouva soudainement en lutte pour sa propre survie. Et tandis qu'elle luttait, les valeurs l'ayant rendue grande étaient oubliées. Le devoir céda la place à l'ambition personnelle. Le sacrifice pour le bien commun fut remplacé par la recherche du gain individuel. La discipline, marque de fabrique spartiate, ne devint plus qu'un souvenir évoqué par des vieillards, se remémorant des jours meilleurs. Sparte survivrait encore des siècles, mais comme une ombre de sa gloire passée. La cité ayant enseigné à la Grèce le sens du courage ne devint guère plus qu'une attraction touristique où des visiteurs romains venaient voir des reconstitutions de vieilles traditions spartiates, des spectacles vides, de rituels ayant perdu tout sens réel. L'orgueil détruisit ce que la puissance perse n'avait pu. La victoire apporta ce que la défaite n'aurait jamais pu. Sparte avait oublié la leçon la plus importante que ses propres ancêtres avaient enseignée aux Thermopyles:
que la vraie grandeur ne vient pas de dominer autrui, mais de se maîtriser soi-même. Que le plus grand ennemi n'est pas celui brandissant une épée contre vous, mais la corruption grandissant en vous quand vous cessez de lutter contre vos propres faiblesses. Les guerriers de Léonidas étaient morts pour préserver la liberté grecque. Leurs descendants jetèrent cette liberté aux orties en quête d'empire et ce faisant perdirent leur propre âme. Les Spartiates moururent. Leurs armes rouillèrent, leurs armures se désintégrèrent, leurs maisons s'effondrèrent en poussière. La cité même de Sparte fut finalement abandonnée, ses ruines lentement englouties par la végétation de Laconie. Les noms des 300 tombés aux Thermopyles furent oubliés, sauf celui de Léonidas. Et même son nom survécut non dans la bouche des Spartiates, mais dans les livres de peuples étrangers. Le peuple spartiate disparut de l'histoire, absorbé par des conquérants, dilué par des mariages, effacé par le temps implacable consumant toute chose mortelle. Mais l'idée de Sparte, celle-là survécut, elle prospéra. Elle devint immortelle d'une manière qu'aucun guerrier spartiate n'aurait pu prévoir, ni peut-être même souhaiter. Quand les légions romaines marchaient au combat, leur commandant invoquait l'exemple spartiate. Les soldats romains apprenaient les Thermopyles comme l'étalon suprême du courage militaire. Quand l'Empire romain tomba enfin et que l'Europe sombra dans des siècles de fragmentation, l'idéal spartiate survécut dans les codes de chevalerie médiévaux, dans cette notion qu'un guerrier avait des devoirs dépassant la simple survie, que l'honneur comptait plus que la vie. Durant la Renaissance, quand les érudits redécouvrirent les textes classiques, Sparte fut examinée, débattue, idéalisée. Les philosophes politiques utilisèrent Sparte comme exemple, en discutant de la nature de l'État idéal. Certains y voyaient un modèle de discipline et de vertu civique. D'autres y voyaient un avertissement sur les dangers de sacrifier la liberté individuelle sur l'autel du bien collectif. Les deux interprétations contenaient du vrai, et toutes deux gardèrent vivante la mémoire spartiate. À l'époque moderne, le nom de Sparte fut invoqué par d'innombrables causes, certaines nobles, d'autres moins. Des révolutionnaires l'utilisèrent pour justifier le sacrifice au nom de la liberté. Des dictateurs l'utilisèrent pour glorifier l'obéissance aveugle à l'État. Des éducateurs l'utilisèrent comme exemple de discipline rigoureuse. Des entraîneurs sportifs l'utilisèrent pour motiver des athlètes à dépasser leurs limites. Dans tous ces usages, il y avait une perception, même déformée, de quelque chose d'essentiel à ce que Sparte représentait. Ce n'était pas la guerre en soi. Beaucoup de civilisations furent guerrières. Ce n'était pas la discipline seule. Beaucoup d'armées furent disciplinées. C'était l'absolu de l'engagement. L'idée qu'il existait des principes pour lesquels il valait la peine non seulement de se battre, mais de mourir. C'était la notion radicale que l'individu trouve son sens le plus profond, non dans la quête du bonheur ou du confort personnel, mais dans le service à quelque chose de plus grand. Cette idée est éternellement controversée car elle défie l'intuition fondamentale d'autoconservation régissant la plupart des comportements humains. Mais elle est aussi éternellement fascinante car elle touche à quelque chose de profond dans la psyché humaine, un désir de sens allant au-delà de la simple existence. L'héritage spartiate résonne particulièrement fort en temps de crise, quand les sociétés font face à des menaces existentielles et doivent considérer quels sacrifices elles sont prêtes à faire. Durant les 2 guerres mondiales du XXe siècle, l'exemple des Thermopyles fut invoqué à maintes reprises. Des soldats partant au combat contre des probabilités défavorables trouvèrent de l'inspiration dans l'histoire de ces 300 ayant affronté l'impossible 2500 ans plus tôt. Mais peut-être l'aspect le plus profond de l'héritage spartiate n'a-t-il rien à voir avec la guerre. C'est l'idée d'excellence, de se dépasser au-delà de ce qui semble possible, de refuser la médiocrité ou les excuses. L'agogé, dépouillé de sa brutalité spécifique, représente un engagement envers l'auto-perfectionnement que beaucoup de gens à travers les âges ont trouvé inspirant. L'idée que les grandes réalisations exigent de grands sacrifices, que rien de valeur ne vient facilement,
que le caractère se forge à travers l'adversité, toutes ces notions peuvent être en partie retracées à l'exemple spartiate. Il est important de reconnaître que la Sparte réelle était profondément imparfaite. C'était une société esclavagiste, dépendant de l'oppression brutale d'une population d'ilotes bien plus nombreuse. Sa misogynie, bien que peut-être moins sévère que dans d'autres cités grecques, refusait encore aux femmes des droits politiques complets. Sa xénophobie l'isolait et contribuait finalement à son déclin. Sa rigidité rendait difficile l'adaptation aux circonstances changeantes. Et comme nous l'avons vu, ses propres principes étaient abandonnés dès qu'ils devenaient gênants. Mais l'héritage de Sparte ne concerne pas la réalité historique complète. Il concerne certaines idées distillées de cette réalité et ayant pris vie par elles-mêmes. L'idée que la liberté vaut n'importe quel prix. L'idée que la loyauté envers ses camarades est sacrée. L'idée que l'excellence exige un dévouement total. L'idée que certains principes sont plus importants que le confort ou même la vie. Ces idées transcendèrent leur origine spécifique et devinrent partie intégrante du patrimoine humain commun. Aujourd'hui, des millénaires après que les derniers vrais Spartiates eurent disparu, leur nom évoque encore une réaction immédiate et viscérale. Dites Spartiate, et les gens pensent aussitôt discipline, courage, sacrifice. Des marathons extrêmes sont appelés Spartan Races. Des programmes d'entraînement intenses invoquent l'imaginaire spartiate. Des équipes sportives choisissent des noms et symboles spartiates pour communiquer dureté et détermination. Tout cela garde vivante la mémoire, même si c'est de façon simplifiée et souvent superficielle. Les tombes des guerriers tombés aux Thermopyles depuis si longtemps ont disparu. Le mémorial marquant autrefois le lieu fut détruit par le temps. Mais la vraie mémoire n'a pas besoin de repères physiques. Elle est gravée dans la conscience collective des civilisations venues après, transmises à travers d'innombrables générations par des récits, des livres, des films et maintenant des médias numériques que les anciens Spartiates n'auraient jamais pu imaginer. Et au fond, peut-être est-ce exactement le genre d'immortalité que les guerriers spartiates auraient apprécié. Non pas l'immortalité individuelle, non pas leur propre nom vivant éternellement, mais l'immortalité de l'idée qu'ils incarnaient. Ils ne combattirent pas pour la gloire personnelle, ils combattirent parce que c'était leur devoir, parce que Sparte l'exigeait d'eux, parce qu'ils ne concevaient aucune autre façon d'exister. Et à travers ce service désintéressé à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, ils atteignirent une forme d'éternité qu'aucun roi ou conquérant n'aurait pu acheter. L'histoire de Sparte nous enseigne que le vrai legs ne se mesure pas en territoire conquis ou richesses accumulées. Il se mesure aux idées que vous laissez derrière vous, aux exemples que vous établissez, aux principes pour lesquels vous êtes prêts à vivre et à mourir. Les Spartiates, avec toutes leurs failles et contradictions, laissèrent un exemple d'engagement total, ayant encore le pouvoir d'inspirer et de défier. Et tant qu'il y aura des gens luttant contre des probabilités impossibles, tant qu'il y aura ceux choisissant le devoir au confort, le sacrifice à la sécurité et le principe à la commodité, l'esprit de Sparte vivra, non dans les pierres de ruines anciennes, mais dans les cœurs de ceux refusant d'abandonner, restant fermes face à l'adversité, comprenant que certaines choses sont plus importantes que la vie elle-même. Telle est la vraie immortalité, telle est la victoire ultime. Les Spartiates sont morts, mais Sparte vit pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et laissez votre commentaire. C'est la chaîne Empereur. À la prochaine. My soul in sacred ground, but my ghost still walks without a sound.
Mountains bow when I took my stand. Now